Salut tout le monde. Aujourd'hui, un petit kiff culture générale. Une anecdote que j'ai citée parfois en conférence et que j'avais envie de développer dans une vidéo dédiée sur YouTube. Le titre: Quand, pourquoi, comment Pepsi s'est retrouvé un jour avec une des plus grandes flottes militaires du monde. Je trouve que c'est un sujet assez intéressant pour comprendre notre société et puis bien entendu l'histoire contemporaine. Et c'est une histoire pour moi qui évoque un principe de biologie qui s'appelle l'exaptation, sur lequel je conclurai. Alors, les sodas en général, c'est une histoire fascinante parce que c'est l'histoire des arômes et c'est l'histoire de ce que les gens sont prêts à payer pour un arôme. Les Romains étaient parvenus à produire ce fameux goût umami, qui est le goût du glutamate, neurotransmetteur excitateur, très présent dans la cuisine asiatique. Bien, les Romains en produisaient en fermentant des tripes de poisson séchées au soleil. Il y avait tout un business autour du garum dans toute la Méditerranée. On retrouve des ruines de lieux de production de garum en Espagne et en Afrique du Nord. L'équivalent aujourd'hui, c'est la colatura di alici, donc c'est fait à partir d'anchois. Alici, c'est les anchois. Pour le garum, c'était fait à partir de toutes sortes de petits poissons, mais le principe était le même. Et pour cet arôme particulièrement addictif, eh bien, les gens étaient prêts à payer des fortunes. On a eu ensuite la route des épices, bien connue. J'ai cité dans mon Thinkerview le fait avéré qu'économiquement, les épices pouvaient rapporter plus que la cocaïne aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous obteniez de la cannelle, par exemple, à Ceylan ou à Zanzibar, et que vous la rameniez en Europe, eh bien vous faisiez le même ratio que de prendre 1 kg de cocaïne pure, disons à Medellín, et ensuite de l'écouler au prix de détail à New York. Quoi qu'il en soit, les arômes, parce que ce sont des denrées évidemment économiques les plus proches que vous pouviez avoir des drogues, mais vous avez aussi les boissons énergisantes. Le cas de Red Bull est très marquant. Red Bull, donc, une boisson énergétique qui était à l'origine thaïlandaise, qui voulait dire deux taureaux, Kratang Deng. Et cette histoire est aussi fascinante puisque tout remonte au fait que les contremaîtres, les richissimes entrepreneurs japonais en Thaïlande prenaient une boisson énergétique qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, le Lipovitan D. Et que rapidement les prolos en Thaïlande ont voulu eux aussi avoir leur boisson énergétique. Un entrepreneur est arrivé pour leur proposer ce qui allait devenir le Red Bull. Pourquoi les boissons énergétiques au passage, hein? Avant le Lipovitan D, les amphétamines ont été particulièrement populaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien au Japon qu'en Allemagne. Les tankistes allemands prenaient de la pervitine. C'est grâce à elle notamment qu'ils ont pu aligner autant de nuits sans dormir pendant la bataille de France. Mais les Japonais aussi prenaient de la méthamphétamine. Encore aujourd'hui, ce sont les Yakuza au Japon qui ont le monopole de la méthamphétamine. Au passage aussi, en Corée du Nord, la méthamphétamine est tellement répandue en fait, qu'on peut vous en proposer dans les classes sociales élevées à la fin d'un repas, comme ça, au resto. Allez, tiens, que ça te dirait un petit peu de cristaux. Le Lipovitan D, bien sûr, est une boisson totalement légale qui n'a pas du tout le quart du dixième de l'effet excitant de la méthamphétamine. Donc, Kratang Deng, c'était une boisson pour les prolos. Arrive un entrepreneur qui avait tout raté dans sa vie. C'était exactement comme le gars qui a fondé, le colonel Sanders, il n'était pas colonel, mais qui a fondé KFC. C'est un type qui avait tout raté. Il a fait plus de 500 restaurants après 65 ans, après avoir tout raté, être gérant de station-service, avoir tiré sur quelqu'un au flingue. Une histoire de fou. Ce type s'est dit, tiens, j'ai 65 ans, allez, il me reste peut-être 15 ans à vivre. Qu'est-ce que je vais faire de ces 15 années ? Ah bah il y a ma recette de poulet frit là, que les gens aiment bien, Love Can Do. Du coup, je pense que je vais essayer de faire un restaurant avec. Et ben, il a fait plus de 500 restos avant qu'on le prenne au sérieux et qu'il puisse ouvrir sa franchise avec sa super légendaire recette de poulet frit. Et ben, l'histoire de Red Bull, c'était à peu près la même chose. On avait un commercial qui n'avait certes pas 65 ans, mais qui avait relativement échoué dans sa vie, qui venait d'Autriche. Et il découvre pendant un voyage en Thaïlande que le Red Bull, le Kratang Deng, qui ne savait pas encore Red Bull, enlève son décalage horaire. Et du coup, il se dit que ça pourrait fonctionner avec les étudiants et qu'on pourrait le rebrander de boisson pour les prolos à
boisson pour les fêtards en Europe. Il va convaincre le créateur de rebrander ça Red Bull en Europe avec une méthode marketing très connue. D'une part, il proposait aux étudiants moyennant finance de floquer leur voiture avec Red Bull pour que quand ils garaient leur voiture dans le parking, eh bien, tous les autres étudiants puissent la voir. Et puis, aussi la bonne vieille méthode, hein, on arrive dans un club, dans un bar, on dit « Vous avez du Red Bull ?» Non, bon bah je me casse. Voilà. Puis au bout du 5e étudiant, le patron du bar ou du club, quand il verra le commercial Red Bull arriver, il en commandera une palette et ça fonctionnera. Pour la petite histoire toujours, on a eu comme ça des cocktails qui ont été inspirés de cette mise à la mode du Red Bull. On avait d'un côté le Red Bull, boisson tendance, et puis de l'autre une boisson sur le retour, pas associée à la jeunesse. J'ai nommé la Suze. Et bien évidemment, un entrepreneur a eu l'excellente idée de mélanger les deux en proposant un cocktail qu'on serait ravi de commander en boîte de nuit. J'ai nommé bien sûr le Suze Bull. Toujours pour la petite histoire, l'histoire du kir en France, c'était la même chose. On avait le chanoine kir qui avait ses stocks impossibles à écouler de Bourgogne à ligoter, qui est tout de même, avec tout le respect que j'ai pour la région, pas le meilleur Bourgogne blanc possible, et qui a inventé ce cocktail, le kir, pour en faciliter la consommation. Fermons cette parenthèse. Coca, Pepsi. C'est quoi le coca? On aurait raison de dire que les origines du coca sont méditerranéennes. En fait, dans toute la zone méditerranéenne, on proposait diverses boissons fortifiantes, souvent à base d'écorce d'orange, on va retrouver ça avec le picon notamment, et puis aussi réputées antipaludéennes. Alors, dès la fin du XVIIIe siècle, le fameux Indian Tonic qui contient de la quinine, c'est pour ça que le Schweppes réagit aux UV, si vous voulez faire l'expérience chez vous ou en boîte de nuit. Et puis, on avait donc tout un écosystème de boissons plus ou moins fortifiantes ou réputées comme telles qui étaient vendues en Méditerranée. Une des plus populaires était le vin Mariani. Le vin Mariani, ça a fait une fortune colossale. C'était un vin notamment agrémenté de noix de cola. Et puis, bien entendu, qui contenait de la cocaïne pour de vrai. Vous imaginez qu'il était très populaire. Freud, bien plus tard, prendra de la cocaïne pure, mais à l'époque, on avait le pape et la reine Victoria qui raffolaient du vin Mariani. Ce vin Mariani va se retrouver aux États-Unis par une aventure assez fascinante qui est au départ triste évidemment, la guerre de sécession. On a un entrepreneur blessé pendant la guerre de sécession qui est morphinomane à cause de la blessure à la gorge qu'il a subie et qui pense que le vin Mariani, ou en tout cas une version édulcorée pour les États-Unis, pourra se substituer à son addiction à la morphine. Ça fonctionnera relativement bien, mais ça va introduire ce vin Mariani en Géorgie, qui était à l'époque un dry state, un état qui ne consommait pas d'alcool, et c'est aussi pour ça que le Coca-Cola, très rapidement, sera un vin sans alcool. Mais donc on peut dire de façon très formelle qu'au départ, le Coca-Cola a pour origine un vin fortifié à la cocaïne. Les premières ventes de Coca-Cola ne vont pas fonctionner donc du tout. Les premières années vont être un énorme échec pour cette boisson gazeuse. Il y en aura d'autres, bien sûr, assez contemporaines, Dr Pepper, etc. Et puis Pepsi, bien sûr, qui reste le sujet central de cette vidéo. L'arôme du Coca-Cola, je vous ai dit que la cannelle de Zanzibar ou de Ceylan jusqu'à, disons, à Bruges, pouvez vous faire le même ratio que la cocaïne. C'est encore et toujours la cannelle qu'on va retrouver dans le Coca-Cola. Peut-être est-ce la raison pour laquelle aux États-Unis on avait cette tradition de mettre de la cannelle dans le café filtre. Si vous allez dans les motels américains et qu'on vous sert encore un café filtre, vous verrez souvent qu'on vous propose de la cannelle avec. Eh bien, c'est vrai que le coca, son arôme principal, c'est un mélange subtil de vanille, de cannelle et d'orange. Après, on a évidemment toutes les combinaisons possibles. Encore aujourd'hui, la combinaison subtile du coca reste un secret bien gardé, ce n'est pas une légende. On a 2 centres qui assemblent les ingrédients séparément pour éviter toute fuite. Mais dans l'ensemble, si jamais par exemple Pepsi essayait de reproduire exactement le goût du Coca-Cola, ce qui serait tout à fait possible avec par exemple une chromatographie à haute performance en phase liquide, HPLC, eh bien ça serait pas du tout intéressant pour Pepsi. D'ailleurs je crois qu'ils ont essayé dans les années 80, tout simplement parce que les clients sont habitués à un certain type de goût. Vous connaissez aussi, pour l'anecdote entre les deux boissons, j'ai oublié de dire, je ne suis payé ni par Coca ni par Pepsi, c'est vraiment un petit kiff personnel cette vidéo, aucun sponsoring là-dedans, je crois pas plus que quand Bob Lennon annonce qu'il ouvre un Dr Pepper dans ses vidéos de The Witcher, aucun sponsoring là-dedans. Mais oui, la fameuse publicité comparative entre Coca et Pepsi, on avait eu
Pour Halloween, on vous souhaite un Halloween effrayant, cette publicité magnifique où Coca-Cola montrait donc une canette de Coca-Cola habillée avec une cape en Pepsi. Et Pepsi avait répondu « Tout le monde souhaite, rêve d'être un héros ». C'était un joli clapback. Alors, tout ça ne dit pas comment Pepsi en est arrivé à avoir une des flottes de guerre les plus puissantes au monde. Eh bien, il faut évidemment atteindre la guerre froide pour ça. Peu de gens le savent, mais Pepsi a été incroyablement populaire en Union soviétique. Comme la marque Dior d'ailleurs, c'était une histoire assez comparable. L'Union soviétique, vous savez, autant on considérait que le Coca-Cola c'était le poison capitaliste, alors on a cette légendaire photographie du Tché en train de siroter une bouteille de Coca, on a le cocktail du Cuba Libre qui est évidemment moitié Coca, moitié Bacardi, la famille Bacardi ayant la réputation de n'être pas très castriste, même si l'histoire est beaucoup plus subtile que ça. La plupart des gens qui s'intéressent à l'histoire de Cuba pensent que, superficiellement à l'histoire de Cuba, pensent que la famille Bacardi est juste un ennemi de Fidel Castro. Au départ, ils l'ont soutenu et même aidé à arriver au pouvoir. C'est par la suite que les nationalisations leur ont évidemment moyennement plu. Le Pepsi dans tout ça. Eh bien, dans les années 50, le PDG de Pepsi parvient, lors d'une exposition aux États-Unis, à faire mettre par le vice-président à l'époque, Richard Nixon, un verre de Pepsi-Cola dans les mains de Khrouchtchev. Khrouchtchev aimait bien le Pepsi-Cola, il a bien aimé à cette époque. Il faut savoir que Zhukov, déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'était fait faire un Coca-Cola blanc, évidemment blanc pour qu'on ne voit pas qu'il s'agissait de poison capitaliste, mais Zhukov buvait du Coca-Cola blanc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, au passage, Coca-Cola va inventer la marque Fanta pour vendre du Coca au Troisième Reich. Si, je vous assure. Fanta, au départ, Fantasia, mot allemand, enfin en tout cas mot qui est présent dans la langue allemande et dans son lexique, était une marque différente pour se distinguer au maximum de la marque américaine bien connue, mais qui lui appartenait pour vendre du Coca-Cola au Troisième Reich en contournant les embargos sur le sucre et d'autres matières premières essentielles. Adolf Hitler raffolait du Fanta, qui n'était d'autre que du Coca, rebrandé par la suite, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale. Fanta deviendra la marque d'orangeade et de limonade bien connue. On a aussi le très grand boxeur Max Schmeling, pour qui j'ai un vrai respect, qu'on a associé au nazisme de force, mais qui n'était absolument pas nazi lui-même et qui avait refusé de congédier son entraîneur juif, précisément parce que son entraîneur était excellent. Eh bien, Max Schmeling, qui se fera laminer par Joe Louis dans leur deuxième match, sera patron de Coca-Cola en Allemagne et paiera avec sa grande fortune pour l'enterrement de Joe Louis et pour le veuvage de sa femme. Chic type. Alors Pepsi, mis dans les mains de Khrouchtchev, et Khrouchtchev le ramène en Union soviétique parce que c'est la déstalinisation, parce que Khrouchtchev ramène d'autres choses aux États-Unis. Les Russes se souviendront de lui comme la personne associée au maïs. Il avait un épi de maïs toujours dans les mains dans ses caricatures parce que Khrouchtchev faisait la promotion de la culture du maïs en Union soviétique. Les limonades soviétiques pouvaient être particulièrement intéressantes pour avoir vécu en Ukraine moi-même. J'ai adoré cette limonade d'origine géorgienne dont Staline avait goûté différentes versions, le Tarkoun, qui est une limonade à l'estragon avec un bon gros colorant vert qui tache. C'est assez délicieux. Si vous voulez vous faire un petit trip recette soviétique, eh bien le Tarkoun doit faire impérativement partie du menu. Khrouchtchev donc popularise le Pepsi, et là Pepsi signe un accord évidemment sur le long terme pour fournir l'Union soviétique en breuvage. C'est là que c'est marrant. Le rouble ne pouvait absolument pas sortir de l'Union soviétique. Et de toute façon, quand bien même il en fut sorti, qui aurait pu prendre des roubles contre une marchandise? Donc Pepsi avait négocié des ventes en nature. Au départ, 1 litre de Pepsi contre 1 litre de vodka. Vous imaginez les marges de dingue que vous pouvez faire. Toujours pour l'anecdote, un des premiers jobs de l'ami Mendeleïev, le mec de la classification périodique, était de fixer le titre alcoolique de la vodka. Et si ma mémoire est bonne, il l'avait fixé quelque part, incidemment, autour de la température corporelle humaine, autour de 38, je crois. Et oui, c'est la recherche fondamentale, c'est bien sympa, mais en fait, bosser pour l'industrie de l'alcool, ça peut vous payer plus rapidement. Et c'est pas une anecdote à part. Guinness du Guinness des records, eh bien c'est eux qui ont financé le statisticien qui a inventé le test de Student. Student, c'était un pseudonyme parce que le statisticien ne voulait pas que
que son nom fut associé à ces tests statistiques sur la qualité de la bière Guinness. Mais si, c'est bien en bossant pour Guinness qu'on a inventé le test statistique qu'aujourd'hui tant de charlots neuroscientifiques manipulent pour faire des publications plus bidons les unes que les autres. Ça s'appelle du p-hacking. Au passage aussi, c'est l'ami Pasteur qui bossait pour les producteurs de vin jaune du Jura. Et c'est en analysant le fameux voile qui permet aux producteurs de vin du Jura de faire ce vin cuve ouverte qu'il a fondamentalement découvert l'origine bactérienne des maladies, la théorie germinale des maladies. Bien sûr, comme vous le savez, tout le monde a traité Pasteur de fêlé pendant au moins une bonne décennie. Alors, on a donc Pepsi qui vend tranquillement son Pepsi pour 1 litre de vodka au ratio de 1 pour 1. C'est super, ça fait des marges de dingue. Pepsi s'enrichit, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas écouler tout votre stock de vodka. Je veux dire, c'est très très bien d'avoir autant de vodka que vous vendez de Pepsi en Union soviétique, mais le jour où il y aura le même marché pour la vodka que pour le Pepsi, vous aurez un vrai problème démographique et sociologique. Du coup, Pepsi a commencé à se faire payer en d'autres trucs. Mais quand je dis d'autres trucs, eh bien, à la fin de la guerre froide, vers 1989, ça a culminé en Pepsi qui possédait plusieurs sous-marins diesel, plusieurs frégates, plusieurs destroyers, et qui s'est retrouvé avec la 5e flotte militaire au monde, par le tonnage bien entendu. Cette flotte n'était ni équipée en contre-mesure, en radar, et encore moins en officiers compétents pour pouvoir la commander. Mais c'est quand même une histoire assez dingue. Autant on voit des cas de corporate power à travers le monde avec la compagnie néerlandaise des Indes orientales, avec la South Sea Company, si je ne me gourre pas, qui a dû peser un peu plus de 1300 du coup, 1,3 trillion de dollars, ajusté de l'inflation aujourd'hui. Peut-être même plus que ça d'ailleurs. Et bon, on a eu des cas comme ça de sociétés qui avaient le droit de rendre justice, de battre monnaie, mais là tout de même, Pepsi, qui avait cette flotte, d'ailleurs pour la petite histoire toujours, eh bien évidemment le directeur de la sécurité nationale américaine a téléphoné je crois que c'était le Chief Operating Officer de Pepsi, pour lui demander, écoutez les gars, d'après nos informations, vous auriez, corrigez-nous si on se trompe, un certain nombre de sous-marins diesel, des destroyers, etc. Vous voulez nous en parler ? Et le mec de répondre, écoutez monsieur, nous désarmons l'Union soviétique plus vite que vous. Évidemment, après la dissolution de l'Union soviétique, Pepsi va passer de mode et maintenant c'est Coca qui cartonne dans toute l'ex-URSS. Mais cette histoire est une histoire fascinante d'exaptation, ce mot que je voulais vous transmettre. L'exaptation en biologie, c'est quand on a une espèce qui va s'adapter pour une autre niche. On a plein de cas comme ça. Les ancêtres des baleines étaient des ongulés. Vous savez que les baleines, d'un point de vue biologique, font partie de la famille des ongulés. Donc, ça veut dire qu'elles ont eu des ancêtres qui avaient des ongles. Mais les baleines sont passées. Alors on a Léviathan melvillei, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Léviathan melvillei, donc de Melville, l'auteur de Moby Dick, qui était un cachalot, comme le cachalot qu'on connaît, mais avec des dents absolument massives. Je crois que ce sont les plus grosses dents de toutes les créatures qui ont jamais existé sur Terre, même époque des dinosaures comprises. Et puis, petit à petit, les cétacés se sont adaptés vers à la fois un autre régime, et au départ, puisque leurs ancêtres étaient bien sûr terrestres, vers d'autres niches écologiques, comme les pandas, dont les ancêtres bien sûr étaient carnivores, se sont adaptés à un régime de feuilles. Mais l'exaptation, c'est aussi ce serpent, Chrysopelea ornata, serpent qu'on trouve en Asie du Sud-Est, qui peut voler, il planer techniquement, il ne peut pas monter bien sûr, mais Chrysopelea ornata peut se jeter comme ça du haut d'un arbre, et en faisant des S, en faisant l'équivalent d'une aile multi-éléments en aéronautique, ce que vous voyez quand un avion modifie la forme de son aile, eh bien c'est aujourd'hui maintenant la fonction d'une aile multi-éléments, qui permet de maintenir une portance à faible vélocité. Eh bien, notre ami Chrysopelea ornata arrive à se jeter du haut des arbres comme ça et à planer sur de longues distances. Ça, c'est un beau cas d'exaptation. Eh bien, l'exaptation, on en trouve aussi donc, dans les entreprises. Pepsi était un exemple. Nintendo, on aurait pu les citer, ils datent de la fin du 19e siècle. Ils ont fait des jeux de cartes, ils ont fait des jeux à billes, les ancêtres des flippers. Et puis aujourd'hui, ils sont encore là avec différents jeux vidéo. Ils ont su se réinventer à plusieurs reprises, en particulier contre leur concurrent Sega qui n'était pas japonais à l'origine, mais bien américain. C'est pas le jeu des fusions et des acquisitions que Sega va se retrouver au Japon. Mais un autre cas d'exaptation, on a Wrigley's, les rois du chewing-gum, qui au départ faisaient
si je ne me trompe pas, du savon. Ils vendaient du savon. Avec le savon, ils mettaient un petit paquet de soude. Avec le petit paquet de soude, rapidement, est devenu plus populaire que le savon lui-même. Alors, ils se sont mis à vendre uniquement de la soude. Mais la soude, évidemment, ils avaient compris que les mères au foyer envoyaient leurs enfants acheter le paquet de soude et que les enfants, eux, à l'instar des abeilles ou des oiseaux qui vont polliniser certaines plantes, ne sont pas là pour les polliniser, mais bien pour récolter leur nectar à leur avantage, eh bien les enfants achetaient le paquet de soude Wrigley's parce qu'il y avait des chewing-gums dedans. C'est eux qui ont inventé le concept du cadeau dans le paquet de lessive. Et puis, le chewing-gum est devenu plus populaire que le paquet de soude. Et donc, bien entendu, Wrigley's. Wrigley's a tout mis là-dessus et est devenu le leader mondial du chewing-gum. Ils ont financé des stades à Chicago, etc. On a d'autres cas d'exaptation avec Lamborghini. Le fameux cas de Ferruccio Lamborghini qui était entrepreneur dans les tracteurs. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il récupérait des pièces détachées des surplus américains pour réparer puis faire des tracteurs qui sont encore aujourd'hui réputés être parmi les meilleurs du monde. C'est parce que, des suites de son succès, il s'achète une Ferrari et qu'il a du mal à passer ses vitesses, qu'il s'engueule avec Enzo Ferrari, que Enzo lui dit « Bon, écoute, retourne à tes tracteurs » et qu'il lui dit « Ah, tu le prends comme ça, eh bien moi aussi je vais faire des voitures de sport et je vais te battre. » Ça se discute aujourd'hui, les Lamborghini ont-elles battu Ferrari? Les deux peuvent cohabiter en tout cas. Autre cas d'exaptation. Vespa, qui était une société au départ qui récupérait des mobylettes de guerre américaine, a eu l'idée de les revendre au grand public, mais en les carénant, en les carrossant. Bien sûr, il fallait les carrosser parce que le GI de base, il s'en fout complètement d'avoir de la boue sur son pantalon. Mais si vous voulez aller en costard au travail avec votre Vespa, elle a intérêt à avoir une carrosserie géniale. Ce principe même de la carrosserie, il faut faire une parenthèse dessus, c'est ce que beaucoup de gens dans l'industrie du logiciel n'ont pas compris. Apple a recarrossé Unix et c'est pour ça qu'OS X aujourd'hui est de très loin la distribution qui a la meilleure ergonomie. Aucune OS n'a une meilleure ergonomie qu'OS X aujourd'hui parce que c'est du Unix recarrossé et très bellement recarrossé. Eh bien, le recarrossage physique aussi avec Vespa, c'est la même histoire. Et c'est parce que ce carrossage donnait la forme d'une guêpe que ça s'est appelé la Vespa, qui veut dire la guêpe. Voilà un petit tour d'horizon des miscellanées autour du concept d'exaptation, autour de la grande question pourquoi un jour Pepsi s'est retrouvé à avoir une marine de guerre.